Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Florence Loffer, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'ONG Prison Insider, ONG qui est installée à Lyon, dans le 9e arrondissement, mais qui renseigne la situation des prisons un peu partout dans le monde. Alors expliquez-nous comment travaille votre association. Donc on est une plateforme d'information effectivement basée à Lyon, à la Duchère. On existe depuis 2015 et depuis 2017, on publie un site internet qu'on alimente avec l'information qu'on produit et qu'on diffuse par ce biais-là. Produire de l'information, ça veut dire être derrière son écran, chercher tout ce qui existe sur internet, vraiment regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, dans les rapports, auprès des associations, dans les journaux, collecter tout ça, le mettre en forme, le vérifier. Et puis ensuite publier sous une forme qui est digeste, parce qu'il faut savoir que le sujet de la prison, il est très complexe et il est parfois très peu transparent. Et c'est pas toujours facile de se faire une opinion qui soit un peu équilibrée, qui soit un peu vérifiée sur la prison. Alors tous les contenus sont traduits en anglais, en espagnol et donc en français, et sont en accès libre. Tout est en accès libre. On a 3 sections, informer, comparer, témoigner. On a des formats fiches pays, on a des interviews, on a des dossiers thématiques, santé mentale, peine de mort, des formats photographiques, des commentaires de photographes aussi sur leurs images, et puis une veille d'actualité qui permet presque en temps réel de se tenir au courant de ce qui se passe dans les prisons du monde. Vous appuyez aussi sur des réseaux de bénévoles, aussi des réseaux de correspondants dans différents pays étrangers, où vous allez parfois faire des missions dans d'autres pays. On se déplace parfois. Dans quelques jours, on va se rendre au Congo-Brazzaville avec une collègue pour documenter les prisons de ce pays-là. Mais la plupart du temps, on fonctionne avec nos contributeurs. Donc, on a effectivement un assez vaste réseau composé d'interlocuteurs, des journalistes, des associations, d'organisations de la société civile, mouvements de droits de l'homme, des gouvernements dans une certaine mesure. On arrive parfois à obtenir des informations. Tous les mécanismes de protection, de prévention de la torture. Voilà, tous ces interlocuteurs qui rentrent en contact avec nous et qui nous donnent de l'information sur ce qui se passe dans leur propre pays. Et ça vous permet de travailler, y compris dans des zones de guerre, par exemple aujourd'hui en Ukraine, en Russie, essayer de comprendre ce qui se passe dans les prisons, comment sont traités les prisonniers de guerre notamment. Sur les 11 millions de prisonniers dans le monde, il faut savoir que la plupart proviennent de groupes désavantagés. Les étrangers sont surreprésentés, les pauvres, les minorités ethniques. Il y a une vulnérabilité qui est énorme en prison, puisque une fois qu'on est derrière les barreaux, on ne peut plus faire quoi que ce soit pour soi-même, donc on dépend du gouvernement. Cette vulnérabilité, elle est immensément accrue quand on est dans une zone de crise. En Ukraine, on le voit, avec la guerre en Russie, on a un partenaire là-bas, Dignity, qui documente les prisons, mais qui, depuis l'occupation, a moins d'accès ou plus d'accès du tout aux prisons occupées aux régions, aux prisons dans les régions occupées par les forces russes. Ce qui nous dit, c'est qu'il y a une grosse difficulté à protéger les prisonniers. On a des informations de bombes qui tombent juste à côté d'une prison, des détenus qui n'ont pas pu être évacués parce qu'il n'y avait pas les moyens pour le faire, donc ils sont à la merci totale et qui ne peuvent évidemment pas se mettre en sécurité eux-mêmes. On a aussi des grosses difficultés en approvisionnement de nourriture. Les cas de violence, de torture qui augmentent. Et puis du côté des autorités russes, une tendance à mobiliser les prisonniers de force pour aller se battre. Les prisonniers ukrainiens qui sont forcés de construire des tranchées pour l'armée russe. Des demandes forcées de demande de la nationalité russe. Apparemment, les autorités russes souhaitent proposer aux Ukrainiens de changer de nationalité. Y compris les criminels, donc. Les Ukrainiens libres refusent, et les criminels, on a les moyens de les contraindre et donc signent des papiers comme quoi, oui, je souhaite redevenir russe ou devenir russe. Donc il y a une exploitation de cette vulnérabilité des prisonniers qui est énorme et qui va à l'encontre évidemment de tous les principes du droit et de la protection. Rappelons que la prison, ça ne devrait être que la privation de la liberté et il ne devrait pas y avoir atteinte aux autres droits. Et les prisons sont aussi le théâtre de contestations sociales fortes, comme aujourd'hui en Iran, avec des rébellions dans des prisons associées finalement au mouvement démocratique. C'est des choses que vous arrivez à documenter aussi ? On cherche à les documenter, on prend tout ce qu'on arrive à obtenir. Ça prend parfois un peu de temps. En Ukraine, c'était le cas aussi avant qu'on arrive à comprendre un petit peu mieux la situation et ça reste encore très complexe. En Iran, ce qui apparaît à l'heure actuelle, c'est qu'en lien avec les protestations, avec les mouvements de contestation sociale, il y a eu des arrestations massives. On sait que plusieurs centaines de personnes ont été détenues, notamment à la prison d'Evin, qui est située au nord de Téhéran.
C'est une prison qui a déjà été dans les médias en 2021 avec des vidéos de torture qui étaient sorties, un dossier d'Amnesty qui est sorti là-dessus. Les prisons iraniennes, de façon générale, sont quand même encore moins transparentes que celles d'autres pays. Et tout récemment, ce qu'il est apparu, c'est qu'il y a eu incendie dans cette prison d'Evin. Est-ce que c'est lié à des mouvements de protestation? Est-ce que c'est lié à de la répression? Est-ce que c'est un accident? À ma connaissance, les choses ne sont pas encore très claires. On compte 8 morts, 60 blessés. Dans un contexte d'opacité absolue. La rapporteure de l'ONU contre la torture a évidemment appelé une enquête rapide, donc on espère que l'information arrivera. Nous, on est en contact avec un certain nombre d'avocats, de mouvements, d'organisations de droits de l'homme qui nous donnent les informations qu'elles ont, mais il faut savoir qu'il y a quand même une chape de plomb sur certains de ces problèmes-là. De votre position, vous avez aussi une vision globale de la situation des prisons dans le monde. On peut voir par exemple que sur le réchauffement climatique, peu partout dans le monde, peut avoir des effets délétères pour la situation des prisonniers. Et ça, c'est vrai aussi bien aux États-Unis qu'au Pakistan quand il y a des inondations. Absolument. Ce qu'on voit, c'est que les soubresauts des sociétés à l'extérieur ont des effets très forts sur les prisons. Donc avec le réchauffement climatique, les catastrophes deviennent plus fréquentes, plus intenses. Ça commence à devenir un fait indiscutable, on va dire. Au Pakistan, il y a eu cet été, entre juin et septembre, des pluies torrentielles, quasi ininterrompues. Un tiers du pays s'est retrouvé sous l'eau, inondé. Et nous, on est allé se renseigner auprès de notre partenaire Justice Project Pakistan pour savoir ce qu'il en était du Pakistan. Et effectivement, 2 provinces, en particulier le Sindh et le Punjab, ont été très touchées par les inondations. Plusieurs prisons ont été atteintes, pas toutes complètement détruites, mais enfin des murs d'enceinte, coupure d'électricité, plus d'approvisionnement, toute la nourriture qui a été évidemment sous l'eau, donc toutes les réserves qui ont été détruites. Certains prisonniers ont pu être transférés dans d'autres prisons, avec un problème de surpopulation dans ces prisons-là, avec une contrainte sur les ressources existantes. Et puis, il y a maintenant un retour dans les prisons, mais avec des conditions qui sont très mauvaises. Le gouvernement pakistanais travaille aussi sur la question des canicules. Il faut savoir que dans le Sindh et dans le Punjab, les températures en été peuvent atteindre 45-49 degrés. Donc on s'imagine bien ce que ça peut faire à l'intérieur. Essaye de mettre en place un système d'autonomie en électricité avec des panneaux solaires pour les prisons qui permettrait d'avoir une forme d'air conditionné qui garderait les températures à un degré humainement viable. Mais c'est un projet d'énorme envergure et notre association partenaire disait qu'elle craignait que ce soit véritablement pas fait suffisamment vite pour que ça puisse faire une différence. Aux États-Unis, c'est pas toujours la priorité aussi de financer les qualités de vie des prisonniers. C'est compliqué pour les gouvernements de savoir qu'il faut mettre ça dans le budget. Il y a une question d'opinion publique aussi qui fait qu'on a souvent tendance à mettre ça en dernière priorité. Mais il faut savoir que comme la peine de prison est prononcée au nom du peuple et exécutée par le gouvernement a le devoir de protéger les prisonniers qui n'ont pas les capacités de se protéger eux-mêmes, ni de se nourrir, ni de travailler. Donc tout doit être fait par le gouvernement. Et c'est un petit peu compliqué de rappeler ce devoir-là au gouvernement. Il y a une capacité à oublier, qui est, oublier ou en tout cas à mettre un peu loin des yeux, loin du cœur. D'ailleurs, c'est un des titres de notre article sur le Pakistan. La situation de la France, on sait qu'il y a un problème récurrent de surpopulation carcérale. Je crois que c'est 72 000 prisonniers, c'est encore une augmentation l'année dernière, un peu plus de 4% plus supplémentaire pour un peu plus de 60 000 places. La surpopulation, c'est la règle dans toutes les prisons du monde? Il y a une tendance vers le sécuritaire qui fait qu'on emprisonne trop. On emprisonne pour des délits qui ne devraient pas nécessairement être passibles de peine de prison. Les normes internationales disent que la prison devrait être le dernier recours, ne devrait être fait que quand il n'y a pas d'autre solution jugée adéquate. Or, il existe des peines alternatives, il existe des aménagements de peine, il existe des peines non privatives de liberté qui sont trop peu utilisées pour des raisons complexes dans le juridique, de mise en œuvre, d'opinion politique, d'impulsion politique aussi. En France, la surpopulation, elle est véritablement endémique. C'est un énorme souci. Ça fait des dizaines d'années déjà que des rapports ont été publiés qui disaient que la prison était une honte pour la République. Donc, c'est pas un fait qui est nouveau. En gros, il manque 10 000 places à Lyon, il suffirait de les construire? Alors, en France, c'est pas qu'il manque 10 000 places, c'est qu'il y a vraisemblablement 10 000 prisonniers en trop.
La construction de nouvelles prisons, de ce qu'on a constaté, nous, à Prison Insider à l'international, fait pratiquement toujours un effet d'appel d'air. Donc si vous avez 70 détenus et que vous construisez 10 000 places en plus, vous vous retrouverez à 80 000 détenus et votre taux de surpopulation reviendra à la même chose. Ce qu'il faut pour véritablement baisser la surpopulation, c'est une série de mesures qui sont combinées, qui sont à la fois au niveau très concret, le juge d'application des peines, le conseiller de probation et d'insertion, etc., et une volonté au niveau du politique pour qu'il y ait les réformes judiciaires qui aillent avec. En Europe, c'est notamment ce qu'a expérimenté l'Espagne, avec une baisse de 10 000 prisonniers. Pour vous, c'est un modèle ? Alors l'Espagne est un modèle intéressant parce qu'il y a eu véritable volonté politique de décroissance carcérale et il y a eu une série de mesures avec un suivi sur le temps et c'est ce qui a permis effectivement entre 2019 et 2009 de baisser, 2009 et 2019 de baisser de 60 000 environ à 50 000. Donc c'est la preuve qu'on peut le faire. En France, on l'a vu quand il y a eu le Covid, la surpopulation a été résorbée très rapidement. En l'espace de quelques mois, on a baissé ces fameux 14% dont tout le monde vous disait que c'était absolument impossible à faire bouger. Donc c'est possible, mais il faut l'inscrire dans le long temps et il faut que ce soit des vraies réformes assez complètes, on va dire. Il faut arrêter d'incarcérer les petits trafiquants de cannabis, en gros. C'est ça aussi l'histoire. Il y a un gros souci sur les petits délits. La tendance sécuritaire a trop vite fait de mettre les gens derrière les barreaux. Et des délits comme ceux liés aux infractions sur le trafic de drogue mineure, des délits sur la sécurité routière. C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'Espagne. C'est les premiers délits qui ont été enlevés des peines de prison. Ces choses-là, elles peuvent très vraisemblablement être mieux traitées dans d'autres contextes. Un dernier mot sur l'actualité en France. On a beaucoup parlé à la rentrée de la prison de Fresnes avec ce Koh-Lanta organisé pour les prisonniers, des courses de cartes. Vous, comment vous l'avez perçu ? C'était une communication malheureuse, mais c'est un événement nécessaire ? Alors, les activités en prison, c'est absolument nécessaire pour les prisonniers. C'est ce qui leur permet de garder leur santé mentale, ce qui leur permet aussi de se dire qu'à la sortie, ils pourront retrouver une vie normale. Donc, ce n'est pas un luxe, quelle que soit l'activité. Le karting n'est pas un luxe non plus. Ça a été, de ce que j'ai compris, un moment relativement heureux entre les personnels pénitentiaires et les prisonniers. Le travail des personnels pénitentiaires est tellement difficile que c'est vraiment pas du luxe de se dire qu'ils ont un jour un peu festif où ça se passe bien. Je pense que le scandale qui a eu lieu autour de ça, c'est lié à un réflexe, à une envie en fait de vouloir faire souffrir le prisonnier, à un refus de se dire que le prisonnier a le droit à une vie normale au-delà de la privation de liberté. Donc c'est un petit peu un non-sujet. La contrôleure générale des lieux de privation de liberté le disait, le vrai sujet en France, c'est la surpopulation, c'est les conditions indignes. Il faut savoir qu'il y a des prisonniers qui se mettent des boules de papier toilette dans leurs oreilles pour éviter que les cafards rentrent. Ça, c'est plus le vrai sujet qu'une journée de karting. Florence Leffer, je vous remercie. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.